tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Alors pour ceux qui nous suivent de manière régulière, vous avez sûrement remarqué qu'hier on n'a pas posté de vidéo. Alors pour rappel, on a dit qu'on posterait une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement. Mais on a eu un petit problème technique, mon disque dur est tombé en panne avec tous les fichiers dessus. Donc, ceux qui font un peu de montage vidéo, ils savent que c'est assez critique comme situation. Donc c'est pour ça qu'on a raté le coche hier. Et on en profite aussi pour vous annoncer qu'on ne fera pas une vidéo par jour, on ne fera plus une vidéo par jour. On n'en fera plus du tout. On arrête tout, c'est de la merde YouTube. Non, on n'en fera plus une par jour à partir de la semaine prochaine. Tout simplement parce que faire une vidéo par jour, c'est très demandant en imagination, en temps, que ce soit pour filmer et monter. Il faut savoir que la salle, même si elle est fermée, on s'en sert pas que pour faire des vidéos. Il y a déjà tout le monde, tous ceux de l'équipe qui s'entraînent. On essaie d'en profiter aussi pour faire tout ce qui est petits travaux, petits ménages. Donc en gros, ça vient interférer en plus dans la programmation des vidéos. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième aussi, c'est qu'on veut vous donner de la qualité. Toutes les vidéos qu'on sort, il faut savoir qu'on est capable de faire en mieux si on prend un peu plus de temps. Donc c'est pour vous aussi. Les montages seront sûrement plus sympas, voilà, plus poussés. Et puis on aura peut-être aussi le fait d'avoir un peu moins de contraintes de temps, peut-être des idées un petit peu plus poussées, je pense, pour certains trucs où des fois on se dit bah là on peut pas parce que là il va falloir qu'on poste, c'est l'heure, etc. Ouais. Donc, et d'ailleurs j'en profite, bon Louis est pas là parce qu'on fait la vidéo avec Marin aujourd'hui, mais on vous remercie beaucoup pour votre soutien sur ces 3 dernières semaines, c'est hallucinant les vues qu'on a fait, les commentaires, etc. Les gens qui sont mis à suivre la chaîne, on a eu des super retours, c'est super encourageant et en fait c'est pour ça qu'on a envie de ralentir un peu le rythme pour faire de la qualité, quoi. Sur le rythme, je pense qu'on peut peut-être dire qu'on fera une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Ouais, on va voir, on s'est pas encore décidé, j'ai pas envie d'ouvrir ma bouche trop fort. 3 par semaine, ça devrait aller, ça va le faire. 3 par semaine, ça c'est sûr que ça devrait le faire. On fera peut-être des petits trucs et puis bon, du coup, revenons à nos moutons. Le sujet du jour, vous nous avez demandé, en tout cas il y a eu pas mal de questions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, sur le passé sportif respectif de chacun, surtout sur Louis et Marin, je pense. Tout sur vous. Et du coup, on va démarrer avec Marin. Savoir que Marin, par rapport à nous 3, c'est celui qui a peut-être démarré, c'est celui qui a démarré de plus loin. Quand on a commencé en gros à s'entraîner, on va dire de manière. Bon, moi je me suis toujours entraîné de manière régulière. On va dire depuis qu'on est dans le monde de l'entraînement fonctionnel. On a démarré à peu près ensemble. Sauf que toi, à la base, tu partais de plus loin parce que tu vas nous le raconter, mais tu as eu un sacré carton. Ouais, je me suis fait défoncer. Tu as eu un grave accident de la route. Qui remonte à plusieurs années déjà, ça commence à faire. C'était, c'est pas dur, juste pour situer un petit peu avant cet accident-là, j'avais fait, donc des gens, certains n'appellent pas ça un sport, mais j'avais fait de la voile pendant 7 ans, j'avais fait du dériveur sportif. Donc ceux qui connaissent un petit peu la voile sportive, ça tape quand même pas mal. J'en ai fait pendant 7 années et puis après j'ai fait pendant 4 ans et demi donc, du kickboxing. Donc là j'étais encore assez jeune. Et puis en fait, après j'avais eu un accident de bécane qui faisait que je pouvais plus vraiment faire de kickboxing puisque j'avais une broche dans le tibia, etc. Donc le kick, il y a des coups de tibia, tu connais. Ouais. Et en fait, juste avant qu'on se rencontre en 2012, donc à cette époque-là, je faisais un peu de muscu et pas mal de cardio aussi de mon côté. Je faisais du vélo de route pour faire le cardio. Et c'était en juin 2012, je me suis fait, toi tu connais, je me suis fait taper sur une départementale. Donc il y en a qui vont dire on fait pas de vélo sur une départementale, le vélo de route on peut en faire sur les départementales. Vers 20h ça sent les commentaires quand tu racontes ton accident. Je racontais, il me dit mais tu t'es fait taper en vélo, je dis oui, où ça? Je dis sur une départementale, il me dit mais t'avais rien à foutre là. Bah si, vélo de route tu peux en faire puisque tu vas de patelin en patelin comme ça. Et en fait je me suis fait taper par un camion, alors pas un camion à 32 tonnes parce que je pense que ce serait un peu plus compliqué pour parler aujourd'hui, mais je me suis fait quand même taper par un camion, les camions type Loxam, donc c'est-à-dire quand même les camions. C'est un camion avec une benne quand même. Ouais, avec une benne, c'est un double essieu à l'arrière, il y a une benne en acier et qui m'a tapé en fait dans le dos quand même à 110 km/h. D'après donc les témoins, j'avais pas le chrono ou le flash à côté pour savoir combien il roulait, sachant que je me rappelle de rien. Ça c'est que des discours de témoins rapportés. Et en fait, pour raconter un peu la petite histoire, parce qu'il y en a pas mal qui se demandent comment ça s'est passé. Sur les départementales, quand on veut tourner dans des petites ruelles ou des petits chemins, tu sais, tu as des terre-pleins avec une zone d'attente entre les 2 terre-pleins en béton. Donc moi, si tu veux, j'étais en vélo, je me suis décalé un peu pour montrer que j'allais me mettre ici. Donc les caisses qui étaient en arrière ont commencé à ralentir. Et en fait, je me suis mis dans la zone d'attente, tu vois, pour pouvoir tourner. Sauf qu'en fait, plus loin en amont, là où les caisses avaient ralenti, il y a un mec qui était avec donc son camion. Et qui a vu que ça ralentissait, en fait avant, à la place de ralentir, lui il s'est dit, je vois que le terre-plein va commencer,
il est parti. C'est décalé. Ouais, il s'est décalé en sens inverse de l'autre côté du terre-plein pour remonter toute la ligne à fond. Parce que du coup, bah, il était en sens inverse, donc il fallait qu'il se dépêche. Moi, comme j'étais sur la zone d'attente, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui arrivait en face. J'avais aucune raison de regarder de l'autre côté, puisque normalement il n'y a pas de voiture de l'autre côté. Et quand j'ai tourné, en fait, je me suis fait pulvériser. Apparemment, donc, le camion a tapé en premier dans ma main. Ça a tourné le guidon, mon omoplate est venu sur la benne s'exploser. J'avais un casque de vélo, faut savoir, qui a été pulvérisé. Mais heureusement que tu l'avais ce casque. Ah bah sinon c'était fini. Et la tête est venue taper, parce qu'il y en a pas mal qui me demandent aussi. Ta tête, du coup, parce ouais, que... voilà, on voit un petit peu, je pense, ouais. Et la tête est sauf si tu mets ta main devant. La tête est venue taper sur la benne. Donc j'ai été projeté en l'air. Et du coup, bah, j'étais donc une semaine dans le service de réa. J'ai fait pas mal d'hosto. Et en sortie d'hôpital, sachant que ce que j'ai eu comme entre guillemets blessure, j'ai eu la main quasiment pulvérisée sur 2 métacarpes. Là, tu peux montrer, hein, de toute façon. Ouais, je suis pas sûr. Vas-y, penche-toi. Si on voit bien ou pas. J'ai eu la main pulvérisée sur 2 métacarpes. Donc j'ai des vis là, j'ai la main qui est un peu bossue. J'ai 18 vis dans la main gauche. De toute façon, je ferai des insertions d'image. Ouais. Ah oui, pour ceux qui sont un peu sensibles au sang, aux trucs un peu dégueux, je vais faire des insertions d'image. Donc avancez à 5 dans 2-3 minutes pour ceux qui sont sensibles, parce que ça va pas vous faire kiffer si vous bouffez. J'ai eu la main donc pulvérisée métacarpe 2 et 3, quasiment embroyée. Je me suis fait opérer 3 fois de la main, faut savoir, pour pouvoir m'en servir correctement maintenant. J'ai eu l'omoplate pareil. Je me permets de te couper. En fait, on vous raconte un peu cette histoire pour vous montrer en fait comment on peut revenir d'une grosse blessure, parce qu'on a tous des petites blessures, mais là c'est quand même une grosse convalescence. Et surtout pour l'anecdote, je me rappelle que tu m'avais dit qu'en gros, l'un des chirs que tu avais vu, il t'a dit tu refermeras plus jamais ta main. Et sachant que là, c'est une belle victoire. Après, quand tu as fait un jour 260 au terre dans ta vie, tu te dis bah voilà, je peux te tenir 2-3 petits trucs. Quand même des trucs solides. Je peux tenir des trucs lourds. Mais ouais, la main, donc du coup, il y a les 18 vis, 4 plaques. Le premier chir m'avait dit que je pouvais plus faire juste ça. D'accord. Donc impossible de serrer complètement. Sachant que c'est la fonction la plus importante de la main ici. Ah ouais, tu peux faire que ça. À la limite, tu peux pas te servir du petit doigt ou celui-là, c'est pas très grave. Dis-toi qu'à l'époque, j'arrivais pas à tenir un yaourt. Pour te dire la tristesse. Je me rappelle. Et tu pouvais bouffer que des yaourts parce que t'étais en rack. Tu fais sous mes doigts, tu pouvais bouffer que des trucs. L'anecdote, je prenais pour manger mes yaourts, comme j'arrivais pas à les tenir, je prenais un verre d'eau, je remplissais donc un grand verre d'eau à moitié pour lester le verre et je mettais le yaourt dedans, comme ça tenait. Parce que sinon sur la table, je poussais le yaourt comme ça en fait avec ma cuillère. Donc c'était un peu triste. J'ai eu l'omoplate gauche pété en 3 morceaux, en 3 gros morceaux. Donc ça, j'ai été aussi un peu manipulé pour remettre le truc à peu près propre, sachant qu'on peut pas plâtrer l'omoplate. Et le crâne, j'ai eu pas mal d'agrafes, donc sur les photos vous allez voir. Et le crâne, j'ai eu une fracture ouverte avec embarrure. Donc embarrure, c'est-à-dire le crâne est ouvert, une fracture ouverte, et embarrure, ça veut dire déformation de la boîte crânienne. C'est-à-dire que j'ai le crâne qui est un peu enfoncé. Oui, ça s'est enfoncé quoi. Exactement, ce qui fait que du coup, si quelqu'un veut me fumer un jour, ce sera pas très compliqué. Il faut taper très fort dans la tête, normalement c'est censé me déconnecter rapidement. Donc quand je suis sorti de l'hosto, je faisais, avant de rentrer dans l'hosto, je faisais dans les 74-75 kg avant l'accident. Et après la sortie d'hôpital, je faisais exactement 53 kg pour 1m82. C'est-à-dire un poids de meuf d'1m60 pour 1m82, donc on voyait mes côtes, je pouvais même pas lever le bras. Tu es devenu un homme cintre. Ouais, j'étais un homme cintre. Je mettais mon costard dessus en fait. Quand je rentrais du boulot, je mettais mon costard sur le placard comme ça. J'aurais pu faire une reconversion de mannequin chez Zara. J'avais le physique parfait. Franchement, tu serais devenu une égérie masculine avec tous les temps qui courent. Ou féminine, je sais pas. Mais ouais, du coup, quand je suis rentré en école de commerce et que j'ai rencontré Robin et Louis à Lille, j'avais pris un peu de poids, je devais faire 56 kilos. J'ai fait de la kiné, je crois que c'était tous les 2 jours, à un moment quasi tous les jours. Et du coup là j'en profite, la kiné toi ça a bien marché sur toi ou c'est quoi ton retour là-dessus? Parce que je pense qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement nécessaire et puis je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des voies de rééducation un peu autres ou qui en gros qui sont pas sérieux sur le kiné tout simplement. Moi le souci que j'avais avec le kiné, je trouvais que c'était ça me faisait mal déjà, c'était frustrant et puis j'avais du mal un peu avec en fait l'objectif c'était juste de bouger un petit peu mais il n'y avait pas de challenge tu vois. Donc du coup déjà il faut savoir que j'arrivais pas à lever le bras parce qu'il était trop lourd pour mes muscles. La main j'avais des adhérences, ceux qui sont déjà fait opérer qui ont du matos
on mettait des ventouses sur la main pour décoller la peau du matos, du métal. Ça faisait un mal de chien. Mais moi j'ai pas eu des gros résultats, je pense pas via la kiné, peut-être dû aussi au kiné que j'avais. Et en fait ce qui a vraiment fait la diff, c'est quand je me suis inscrit, donc les mecs à l'époque ils ont bien dû rigoler quand même, quand je suis parti en salle de sport, donc à Euralille, qui est une salle de sport à Lille, donc une salle de muscu classique. Quand je suis arrivé dans la salle, donc le mec m'a vu arriver comme ça, et je lui ai dit ouais je suis méga déter, je vais venir tous les jours. Il m'a dit ouais ok, j'étais gaulé comme ça. Et du coup, ça m'a bien aidé parce que le fait de serrer des barres, de vouloir bouger des trucs, etc. De toute façon, on le sait que bouger, ça guérit en fait, le mouvement guérit. Et surtout que c'était un peu mesure, bien sûr, pas faire n'importe quoi. C'était un peu plus, comment dire, challengeant pour moi. C'est-à-dire, si t'as un abago, faut marcher, tu vois. Oui, mais là, pour donner une image, par exemple, moi qui m'avait choqué, c'était que, tu sais, les machines d'idées de développé militaire, ça, quand il n'y a pas de poids dessus, ça pèse déjà, je crois, 3-4 kilos le bras. Tu vois, je me suis mis dessus et j'ai fait ça. Impossible de lever à gauche. Le truc à vide, hein. À vide, je pouvais pas. Donc j'ai fait avec les mini haltères au début. Mais t'avais plus de coordination musculaire. Ah non, j'avais même pas de force. J'avais du mal à lever juste mon bras à vide. Donc ça aussi mentalement, parce que moi je reçois pas mal de messages de temps en temps quand je parle de mon accident sur Insta, des personnes qui me disent oui mentalement c'est dur, etc. Moi ça m'a flingué la tête à l'époque, surtout qu'à cette époque-là, en école de commerce, t'es assez jeune, etc. T'as vachement un rapport à l'image et au physique qui est important quand même. Je parle en temps, tu sais, quand moi j'avais 22 ans à l'époque, parce que j'avais fait d'autres études avant, et en fait arrivé dans une école de commerce avec des mecs qui étaient un peu plus jeunes que moi et qui faisaient plus homme que moi par rapport à mon gabarit. Oui, je pense que c'est toi qui ressentais ça, mais je suis pas sûr que l'image était hyper. Le physique est pas en école de commerce, le physique. Non, pas en école de commerce, mais je plus sur t'es capable de te mettre des pommes dans la gueule, hein, franchement. Oui, c'est comme ça qu'en plus j'ai réussi à me démarquer au début, plus en picolant que sur les exercices sportifs. Mais ouais, moi ça avait été assez compliqué. Je pense que de toute façon j'ai toujours un peu de, je vais pas dire de séquelles, mais on peut peut-être parler de bigorexie, c'est le fait de se sentir toujours un peu maigre par rapport à plus maigre que ce qu'on est, ou comme les nanas qui se voient toujours un peu grosses par rapport à ce qu'elles sont réellement. Moi, je suis convaincu que tout le monde a une petite bigorexie ou une petite anorexie. Moi, on a tous à un degré plus ou moins gros. Alors à ceux qui sont anorexiques, vous excitez pas, ou ceux qui ont déjà un truc, c'est. Je suis pas en train de dire que c'est la maladie, etc. parce que c'est des maladies ou c'est des pathologies. Comportement mais ce que je veux dire, vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours tendance soit à se trouver un peu trop gros, soit à se trouver un petit peu trop mince. Bah, du coup, moi je pense qu'à cause entre guillemets de ce truc-là, comme ça m'a fait un choc de me retrouver comme ça d'un coup, j'ai eu tendance un peu à être plombé mentalement. Ce qui fait que je suis parti un peu comme dans tout ce que je fais dans la vie à fond, en tout chousse, à l'extrême. Donc j'ai pris 13 kilos. Sur les 6 premiers mois. Je me rappelle parce que moi à l'époque j'étais un an au-dessus, dans les au-dessus de marin. Et moi j'avais effectué un semestre aux États-Unis, donc on s'était pas vu. Et en fait, le semestre où j'étais là, il faisait totalement autre chose. C'était l'hélice BDE, donc en gros tu picolais. Ouais, je faisais pas de sport. Et en fait, moi je suis reparti et je l'ai revu. Je me suis dit, mais. Enfin là pour le coup, là, le mec il voulait me vendre un programme de musculation, me vendre un abonnement à la salle, je le prenais direct quoi. Je me suis dit, c'est un truc de fou. J'ai mis cette photo. Sauf que je savais pas en fait que tu avais fait un rebond par rapport à ton poids, parce que pour moi quand je t'ai vu, tu m'as dit que tu avais ton carton. Tout le monde m'avait connu maigre. Mais en fait je me suis dit, en fait il fait 56 kilos et c'est tout. Non mais je mettrais une photo en cachant la gueule parce que j'avais pas la même coupe de cheveux à l'époque, la même gueule. Mais je mettrais une photo du corps qui me servait de maison à l'époque. Et ouais, j'ai pris 13 kilos les 6 premiers mois. Faut savoir que déjà à l'époque, on en a parlé un peu avec Louis dans la vidéo La Masse. J'ai fait des trucs débiles au niveau bouffe. Je manquais 1 kg de fromage blanc par jour. Bon, c'est les classiques des mecs qui font de la muscu, qui mangeaient du poulet, du riz, du fromage blanc et de la whey quoi. Ouais, mais des quantités mais des teubées quoi. Voilà. Genre, je finissais un repas, déjà je m'en étais mis plein la gueule, et en dessert je prenais un shaker à 1500 calories. Genre t'es en gros, ouais c'est ça, c'est banane, les ingrédients de la vie c'est banane, beurre de cacahuète, caséine, whey et puis riz poulet quoi. Et puis par contre c'est la dernière époque où j'ai fait la tentative du fromage blanc mélangé à l'avoine, qui est ni plus ni moins en fait la fabrication de plâtre artisanal je pense. Parce que j'ai jamais bouffé un truc aussi compact. Je trouve ça dégueulasse aussi quand tu mets le fromage blanc et que tu mets de la whey dedans ou de la caséine. Non mais tu sais que avoine, fromage blanc, tu prends une cuillère, tu fais ça, ça ne tombe pas. Et si jamais tu l'oublies, ce qui m'est déjà arrivé, ça fige dans la cuillère et c'est méga dur. C'est de l'enduit, si vous avez pas d'enduit chez vous, vous avez des petits trous, vous voulez faire les murs. Du torchis quoi, tu peux faire une baraque avec ça.
Et donc ouais, à cette époque-là, ouais, j'ai commencé à faire ça. Et puis bah, c'est à cette époque qu'on a commencé un peu à s'entraîner ensemble, où on s'est retrouvé un peu à la salle. Bah, je sais pas si tu étais venu quand même déjà à la salle avec Louis. Et à cette époque-là, j'ai arrêté de faire de la muscu. Et classique avec les machines, etc. Je me suis mis à faire de la FA de mon côté, c'est-à-dire squat, coucher, terre. Mais comme beaucoup de gens qui démarrent dans l'entraînement un peu muscu, d'abord tu cherches un peu l'esthétique et après tu cherches un peu plus le côté performance. Au début, tu aimes bien les machines surtout. Ouais. Tu as toutes les machines, tout ça, et tu t'aperçois vite que le guidé, pour ceux qui, si jamais il y a des mecs qui font un peu de muscu qui regardent, le guidé sera beaucoup plus le non guidé, c'est-à-dire le libre, sera beaucoup plus bénéfique en termes de prise de masse, etc. que le guidé. Pourquoi? Parce que bah, quand vous allez bosser sur du libre, automatiquement il y a de la stabilisation qui est nécessaire, du gainage, donc ça bosse tous les petits muscles stabilisateurs. Et puis c'est plus adrénergique tout simplement. Exactement, ouais. Donc ouais, j'ai commencé par ça. C'est Matco, je me rappelle. Ouais. Matco, c'est un programme. Alors, Matco, c'est un programme que vous pouvez retrouver en ligne. Sur Internet, il y en a pas 10 milliards des bons programmes de force, mais c'est un des programmes de force les plus connus. C'est de la progression linéaire avec du squat le lundi, du squat le mercredi en rappel et du squat le vendredi aussi. En gros, le lundi, on monte en 5 séries. Et le but le vendredi, c'est de faire 3 reps dans sa série de travail, la dernière, et pour que le lundi, le faire en série de 5 reps. En gros, c'était ça. Et franchement, on a tous fait ça. Ça nous a fait tous hyper bien progresser. À ceux qui débutent dans la force, à la place de choisir des programmes X ou Y, Matco c'est très bien, tu as le 5x5 avec la progression linéaire, tu as le 5-3-1 aussi. Ceux qui veulent progresser en squat, ils prennent ta prog de squat après. Tu vois, ouais, non, carrément. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ne veulent pas payer, etc., il y a des trucs sur internet qui sont dispo, qui quand on découvre à tâtons, je veux dire, nous on est passé par là, qui sont pas trop mal. Après, en termes de périodisation et d'intensité, c'était vraiment de la force. Parce que moi, des fois, je vois des trucs dans les programmes de CrossFit, ils disent que c'est travail de force. Quand tu es à 50, 60, 70%, c'est pas du travail de force malheureusement. Et puis le 5-3-1, c'était assez dur quoi. Genre, nous on se mettait quand même des bonnes cartouches à la salle, je me rappelle. En plus, j'aimais bien Matco parce que t'arrivais, parce que je sais que les crossfitters ils aiment bien ça, c'est un peu le côté challengeant de la séance, ce qui est pas forcément bon d'avoir ça tout le temps. Oui, mais c'est un peu le côté où tu vas te dépasser. Là pour le coup, tu savais que tu avais ta dernière série, en gros tu faisais toutes les séries avant n'étaient pas des séries de travail et que la série qui comptait c'était la dernière. Et du coup c'était un peu, tu sais, tu te chauffais, je me rappelle on avait une petite expression, ça mettait les musiques de motivation pour faire des pauvres barres au développé militaire à 50 kg, des 3 reps. Par contre à l'époque, je sais pas si tu te rappelles quand même, ça pareil, il y en a pas mal qui vont peut-être, qui demandent aussi un petit peu les barres qu'on pouvait avoir. À l'époque, je vais parler aussi pour Louis parce qu'on avait passé tous les deux. On avait fait tous les deux en faisant, je crois, on devait faire 76-77 kg de poids de corps. On avait fait 220 au soulevé de terre. Alors, pas fixé du tout, hein, je précise. C'était la pêche. Ouais. Louis, en plus, a reconnu aussi. Il n'aura pas de problème pour reconnaître que lui, c'était vraiment la pêche au gros à l'époque. Il tirait très vite. Les vidéos, c'est marrant, celle de Louis, je l'ai pas. La mienne, je l'ai. Je vais la mettre, comme ça, ce sera marrant. J'avais au coucher, je pense qu'on devait avoir allé dans les 100-110 kilos au coucher. Et moi j'avais 100. Ouais, Qu'il cru avec mon petit corps. À l'époque on était chaud quand même pour des nul en squat et nul en terre. Et le squat par contre, ouais, c'était chaud. On devait avoir des squats à 130 parallèles tout pété. C'était pas glorieux. Et par contre, Louis, quand même, c'était le seul à l'époque qui avait 130 en squat parallèle en dos, qui arrivait à faire du box squat à 220 en faisant 5 reps. Donc déjà à l'époque le mec était hargneux quand même. Donc ouais, il y a eu ça comme passage et puis après bah c'est évolué un petit peu plus et puis après bah nous on s'est quitté. Toi t'es parti à Raleigh. Encore aux États-Unis, je suis parti, ouais. Et puis moi je suis parti moi à Stockholm. Pour moi un des tournants dans ta partie sportive c'est quand t'es parti en Suède et ça va me permettre de faire un point. C'est qu'en fait il était entre guillemets isolé parce qu'il travaille, en gros tu bossais et tu t'entraînais. Ouais. Ta diète c'était tous les jours la même chose quasiment. Ouais, et puis j'étais hyper carré. Et les horaires, la régularité, en gros t'avais une vie très monotone entre guillemets, mais cette monotonie elle t'a fait exploser. Je me rappelle pas que quand t'étais revenu, t'avais pris beaucoup de poids, t'avais pris beaucoup en force. Je suis revenu alors assez gras parce que je mangeais gras. Je suis revenu, je faisais 86 kg. Déjà je me claquais 400 grammes de saumon tous les jours. Donc ça fait quand même prendre du poids sur un repas, hein, les 400. Et j'étais passé, avant d'aller en Suède, je faisais 160 au squat, je me rappelle, j'avais fait ça à la SPTT de Lille. Et à Stockholm, quand je suis parti de Stockholm, j'avais 190 au squat, 120 au coucher et 260 au terre. Et à cette époque-là, ouais,
Je crois que le 260 au terre, j'avais dû le passer, je faisais pas encore 86, je devais faire 83 kg par là. Ouais, tu peux le dire avant que tu t'appelles, entre guillemets, que tu te renomme Dr Squat, ta force c'était le soulevé de terre. Ouais, parce que t'es hyper nerveux, il faut le dire, pour le démarrage du soulevé de terre. Ah oui, c'est quand même, c'est un mouvement qui se fait moins dans le contrôle que le squat, vu que t'as pas d'excentrique en fait. Ah mais complètement, ouais. Et qu'en plus de ça, bah, t'as la morpho pour, oui, etc. Et comme tu t'aimais bien, tu t'en faisais pas mal, quoi. Ah bah c'est pas dur, je m'en tapais 2 fois par semaine et puis à l'époque je faisais quand même des bonnes séries, je faisais des triplés à 2,20, j'avais déjà fait des doublés à 2,30, c'était mon point fort et j'étais focus dessus. Alors que là le soulevé de terre, bah, les gens ils le verront dans la vidéo, je crois, Ouais, j'en ai mis, je vais en mettre un à la fin de la vidéo. Mais t'as repris le terre, je sais pas combien, moi je t'ai vu faire du sumo, ça m'a fait bizarre, ouais. Je sais pas combien, la dernière fois que je t'ai vu c'était peut-être il y a 1 an et demi ou 2 ans peut-être en faire. Ouais, j'avais fait 2,65 sur une barre de force. Là j'en ai refait, c'est vrai que ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que j'en ai pas fait. Et là j'ai fait 2,60, c'était hier, donc ça a été. Mais après bon, je suis plus lourd aussi, donc normalement c'est plus facile. Et puis ouais, à cette époque-là en Suède, pour faire le parallèle un peu avec ce qu'on a pu créer aujourd'hui avec PowerCamp, c'est Louis et Robin qui eux aux États-Unis ont été pas mal imprégnés de ce qui se faisait en termes de sport et de salle. Parce qu'il y avait quand même beaucoup plus d'avance qu'en France. Je vais donner 2-3 chiffres pour faire peut-être essayer de faire réaliser aux gens les infrastructures sportives aux États-Unis. On était dans une fac qui pouvait accueillir. À la fac, on était, il y avait environ 35 000 étudiants sur le campus. À Raleigh. Il faut vous imaginer que les salles de sport, les structures sportives, elles sont faites pour accueillir ce volume de personnes. Et sachant que c'est du sport universitaire aux États-Unis, donc c'est de la compétition de haut niveau. Le stade, pour voir l'équipe de basket du coin jouer, il y a 16 000 places dedans. Ouais. C'est une arena. Donc vous imaginez bien que les structures c'est le stade de l'école. Ouais. Donc vous imaginez bien que les structures sportives, elles étaient complètement délirantes et que moi j'ai pris une claque, quoi. Ah, il y avait du hammer strength partout. C'était du hammer stance partout, mais tu avais 10 salles de muscu, mais c'est partout, les piscines, Oui, c'est pas la même culture, quoi. Bah moi de toute façon, pareil, à Stockholm quand je suis arrivé, je vous avais dit, je me rappelle l'enseigne dans laquelle j'allais, c'est une enseigne qui est assez connue, ça s'appelle SATS. C'est une enseigne, on va dire, ça pourrait être l'équivalent de Fitness Park en termes de popularité, d'infrastructure au niveau nombre. Par contre, le matos, c'est quasiment que du Eleiko dedans, donc, parce que c'est suédois, donc déjà c'est mieux pour eux. Et les salles, en fait, il y avait quasiment que des gens qui faisaient du crossfit, du fonctionnel. Pas de machine de muscu, voire très peu. Mais il y en avait ou pas? Ouais, mais les gens faisaient leur renfort vraiment léger, tu vois. Tu voyais que c'était pas. Nous, on a des poulies au fond de la salle. C'était pas du tout l'essentiel de l'entraînement. Et à cette époque-là, du coup, je me rappelle plus du tout du nom de l'équipe. Dans les commentaires, s'il y en a qui connaît, vous pouvez le mettre. J'avais rejoint en fait une salle vraiment de force athlétique où il y avait une équipe là-bas. Parce qu'il faut savoir que dans les pays scandinaves, les mecs en FA, ils sont quand même bien chauds. Et j'avais rencontré un mec qui s'appelait Alex. Un junior en powerlifting qui faisait des barres monstrueuses. Donc déjà moi ça m'a mis une grande claque dans la gueule par rapport aussi un peu aux gens qu'on peut côtoyer dans les salles en France, parce que là-bas le niveau était quand même hyper élevé, quoi. En France ça va vite de se sentir un peu le cador, quoi. Ouais, bah de toute façon Louis, ce qu'il disait toujours, je sais plus où il avait lu ça, c'est que si t'es le plus fort de ta salle, c'est que t'es pas dans la bonne salle. Donc moi c'était pas le cas non plus à SATS, mais j'étais parti du coup dans une salle de powerlifting. Et pour ceux qui se posent un peu la question de temps en temps, ouais mais la salle est loin, ma salle SATS c'était à 20 minutes de chez moi et j'ai changé de salle pour aller dans l'autre salle qui était à 1h20 de chez moi en train, et du coup je suis parti dans celle-là qui était moins bien équipée mais juste pour m'entraîner avec une équipe vraiment de force athlétique avec un entraîneur, etc. Et c'était pas du tout la même en termes d'ambiance, quoi. Ça permet de. Après c'est pas la même superficie de pays, mais le coach de Louis, Altero, qui lui a envoyé un vocal en disant c'est trop cool, là ce temps-ci j'ai une salle qui est près de mon taf, je fais 1h30 de bagnole. Donc après voilà, nous, le mec est aux US, hein. Voilà, après voilà, nous on est en France, tant mieux qu'on reste sur des petits trajets, on va pas se plaindre. Mais du coup ouais, non, ça m'avait pas mal plu, et ce qui fait que quand je suis rentré en France, j'ai eu une petite période à la SPTT Lille avec les gars, le temps qu'on arrive sur Bordeaux. Alors la SPTT c'est une association qui fait de l'haltérophilie. Ouais, à la base, ouais. Quand même. À la base, l'haltérophilie, il n'y a pas de forceux. Ouais, mais il y avait des mecs quand même qui étaient solides. Il y avait des mecs comme Plus, Costin, des mecs qui se pointaient à la salle en claquette et qui squat à 170 alors que c'est pas entraîné depuis 2 ans. Ouais, sans s'échauffer. Il arrivait, il disait
On parie ticket resto, pièces, vous avez combien, sortez tout. Les mecs qui sortaient des pièces de 2 des tickets resto et ils faisaient le pari qu'en front squat sans s'échauffer, ils faisaient 170 au front squat et le mec le passait et après il gueulait si jamais on lui passait pas son ticket resto dans la seconde. Le mec était videur aussi, il faut le savoir. Ouais, mais ouais, c'était une ambiance assez sympa avec les mecs comme il y avait Nabil, il y avait Franck, il y a quand même des mecs qui tiraient bien quoi. Et puis après on est arrivé sur Bordeaux, là j'ai fait ma première compète et licence de force athlétique où les meilleures barres que j'ai pu faire, j'avais fait un 200 kg au squat où à la pesée j'étais à 78 kg. Ça c'est pareil, tu as les vidéos, tu vas mettre les inserts ouais, je sais pas, après ça demandait pas mal de montage si je veux la sortir ce soir, c'est 20h, mais je vais la sortir tout à l'heure, je sais pas si je vais mettre tous les inserts. De toute façon le 200 kg je l'ai mis sur mon Insta, les gens ils peuvent le retrouver. Okay. Donc j'avais fait 278 de poids de corps, je crois que le max que j'avais dû faire au coucher, j'avais dû faire 125 et au terre, je sais pas si j'avais fait 260, il me semble que j'avais dû faire 250 ou 255, toujours dans ce poids là. Et puis après, de toute façon, ce qu'on disait avec Louis à l'époque et ce qu'on s'est encore dit récemment, les compètes on a rapidement arrêté, en tout cas Louis en fait beaucoup moins aussi qu'avant, parce qu'on s'est vite rendu compte, déjà, quand tu amènes une équipe en compète, puisque nous c'était le cas au début, la création de la salle, on avait une équipe de force athlétique. Quand tu amènes des jeunes qui passent automatiquement sur la matinée, sur les plateaux, nous on devait les coacher en fait. Donc en fait moi quand je passais l'après-midi sur mon plateau, j'avais toute la matinée où j'avais coaché, chargé les barres des débutants, des juniors, donné les barres, etc. Donc en fait déjà tu es un peu KO quand toi c'est ton tour de passer. Oui, puis il y a aussi, en fait c'est juste qu'il y a quand on est dans le coaching, il y a 2 manières de montrer qu'on est légitime. C'est soit par ses performances personnelles, individuelles, soit par la performance des gens qu'on coach. Et en fait c'est juste que les deux sont très bien. Ouais, mais faire les deux c'est compliqué. Faire les deux c'est compliqué. C'est pour ça que de toute façon, même avec le taf, moi au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu marre aussi des impératifs d'entraînement, c'est-à-dire surtout sur la force. Contrairement à l'haltéro où de temps en temps on peut se faire un peu plus plaisir au niveau des barres, la force c'est faut pas faire de max souvent, faut attendre les compètes, à telle échéance, c'est assez frustrant. En termes d'intensité tu montes beaucoup plus haut, donc en fait tu peux moins te permettre de déconner, même ne serait-ce que pour ton sommeil, la bouffe. Oui. L'haltéro à haut niveau bien sûr, mais je pense que l'haltéro au débutant et la force débutant, tu as plus d'impact si tu as une hygiène de vie dégueulasse en force sur ton entraînement qu'en haltéro. Surtout que le truc qui était aussi un petit peu frustrant, c'est que tu as toute la dimension nerveuse, c'est-à-dire que de temps en temps tu as envie de faire du lourd et qu'on te dit non tu peux pas faire de lourd, et pour le coup l'haltéro je pense que c'est un peu plus excusable, comme il n'y a pas qu'une dimension de force, il y a aussi l'explo, de la coordination. Enfin moi je vois Louis, ça arrive sur certaines séances, il ne fait pas à chaque fois, mais je vois que quand son athlète il est en forme aujourd'hui, qu'il a dans la tête il est bien, il le fait monter, et comme ça le mec des fois il y a des PR qui sont pas prévus, etc. C'est un peu plus, c'est beaucoup plus au ressenti je trouve que la force en fait sur la séance. Ouais. Et du coup même avec le travail à la salle c'était un peu plus compliqué de pouvoir tout faire. Donc du coup ce que je fais actuellement et ce que je préfère faire, c'est du squat. Je fais du squat. Donc il y en a pas mal qui me demandent ce que je fais comme type d'entraînement. Donc là je pourrais y répondre. Je fais 2 entraînements par semaine de squat, un lourd où je tape quand même pas mal sur le poids. Il y a des semaines où je monte pas très lourd parce que je suis fatigué. Je fais une deuxième séance. Mais tu restes sur du 80% minimum. Oui, parce que moi je fais très peu de reps. Voilà. Donc je monte à je suis entre 85 et 90%, mais je fais une rep, tu vois. Oui. Sur ma deuxième séance, je le mets plus léger, c'est-à-dire que j'ai plus, on va dire, un focus sur la vitesse quand même de la barre. Et puis là, je vais faire du 3, du 5 reps. C'est un peu selon aussi les objectifs du moment, donc en fonction de la progrès que je me suis fixé. Et puis pareil, là actuellement, je fais après ça un peu de muscu sur le membre inf, et puis les 2 autres séances de la semaine que je fais de la muscu haut du corps à fond, du renfort, pour pouvoir être plus solide sur les barres, mais énormément de récup, donc du sommeil à fond, etc. Mais je fais plus de WOD. Avant je faisais un peu d'haltéro de temps en temps pour m'amuser, là j'en fais plus du tout. Là je sais pas si je vais reprendre ou pas, mais en fait c'est ce qu'on dit souvent et que j'ai du mal à faire comprendre, et Louis aussi a du mal à le faire comprendre, c'est que, et ça on l'a dit dans déjà 40 vidéos, je pense, c'est qu'on peut pas tout faire. Et si vous voulez faire des choses qui vous bouffent énormément de jus, notamment de la force, du lourd, vous pouvez pas en fait vous mettre dans la gueule 6 watts par semaine et vouloir en fait espérer vouloir progresser sur des watts. Je vais le dire parce qu'il y en a plein qui l'ont. Si vous regardez votre prog CrossFit et qu'il y a un bloc haltéro qui fait déjà 2 pages sur votre téléphone,
et après il y a un bloc gym qui fait une page et demie, et après en gros que votre entraînement il tient en 4 feuilles, 4 fiches, 4 écrans ou 6 écrans, vous progresserez jamais en force en fait. Ou alors vous progresserez pas en cardio, ou alors il y a forcément un truc. La polyvalence va progresser, vous serez plus polyvalent, vous pourrez, en fait c'est toujours la même histoire, on va progresser comme ça. Donc en fait c'est comme si vous avez eu 10 unités à répartir en fait sur 4 disciplines, donc ça va faire ça, et donc automatiquement ça avancera moins vite que si vous mettez les 10 unités sur une pratique sportive, où là ça va monter d'un coup. Donc là pour juste prendre une anecdote, je sais pas si regarde le YouTube, j'ai eu une petite question de quelqu'un qui suivait donc une de mes prog, donc Max Squat, et qui m'a dit qu'il n'avait pas réussi à faire de max sur la prog, et je lui ai juste posé la question et je dis est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impacté nerveusement sur les jours juste avant? Et en fait la personne m'a dit 2 jours avant j'ai fait des sprints en côte, et la veille j'ai fait un WOD avec du rameur et des toast to bar. Et en fait vous avez quasiment tous les réponses, c'est que quand vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir demander à votre corps d'être hyper performant avec une grosse réponse nerveuse, surtout sur les chaînes arrière et sur le bas du corps, si pendant 2 jours avant vous vous êtes tapé du taf sur les psoas, sur les fessiers, sur les quadris automatiquement. Donc là la logique est toujours la même si on s'éloigne un peu du sujet, mais sur le lourd, sur la force, le nerveux c'est 60% du taf. On s'éloigne du sujet parce qu'en fait à la base là on parle de ton parcours sportif, et ce qui t'a amené à faire les barres que tu fais aujourd'hui, c'est entre guillemets ce sacrifice et ce manque entre guillemets de variété en comparaison avec une prog crossfit. Donc en fait c'est sur le parcours sportif. En fait on a un gros public de crossfitters qui regardent les vidéos, et c'est pour moi comme je t'interromps mais je pense que toujours la clé de façon de progression chez chacun, et puis nous on l'a vu avec les gens qu'on a pu encadrer, c'est sacrifier de temps en temps un petit peu le vouloir tout faire, et puis se mettre sur un focus, et puis à la limite revenir après sur le tout faire une fois qu'on a réussi à gagner des billes. Ça c'est propre à chacun. En fait c'est si vous voulez progresser, si progresser est votre priorité, il faut périodiser. Si vous amusez votre priorité, ne périodisez pas, continuez sur des progs, vous faites un peu tout en même temps, parce que c'est comme ça que vous allez continuer à vous entraîner et entre guillemets aussi à progresser, parce que exactement. Donc du coup je sais pas, on a un peu tout fait l'essentiel des sujets. Du coup il y en a pas mal je pense qui pourront être intéressés également par le parcours de Robin. Je parle pour lui, mais je pense que si on fait la vidéo, du coup il pourra plus expliquer que ça. Qui a fait pas mal de breakdance, pas mal c'est un peu dire, mais qui a essentiellement un parcours de breakdancer qui l'a amené au fur et à mesure sur la spécialisation gym, puisque ça se recoupe quand même pas mal de ce que moi j'ai pu comprendre. Et puis pareil le passé sportif de Louis, qui est un petit peu plus éclectique en termes de discipline, qui a fait énormément de lutte, qui a fait de l'athlé, qui a fait de la force, qui a fait de l'haltéro, et qui fait de l'haltéro encore aujourd'hui. Mais du coup on sera ravis de répondre à ces questions-là si le sujet vous intéresse. De ce qu'on a compris, normalement oui. Alors l'intérêt de vous raconter notre passé sportif, c'est avant tout de vous montrer comment on en est arrivé là en termes de performance, parce que on est des spécialistes, donc vous vous doutez bien qu'on a fait certains choix. Par contre c'est pas forcément évident, le parcours n'est pas aussi linéaire que ce qu'il en a l'air, même si on est spécialiste. C'est pour ça mais de toute façon le truc qui est très connu, c'est que les gens ont tendance à regarder la partie émergée de l'iceberg et pas voir tout ce qu'il y a en dessous, hein. Ça c'est chez pas mal de sportifs, les gens ils ne voient pas forcément tout le background qu'il y a eu en termes de progression, et puis aussi surtout tous les échecs. Moi ce que je disais souvent, c'est que je crois qu'on l'avait déjà dit, mais quand je me suis tapé Marc Vouillot pendant 8 mois, qui m'a fait faire du squat en statodynamique pendant 8 mois avec interdiction de mettre plus de 60%, ça laisse des traces. Non, puis le fait qu'on soit spécialiste et qu'on vienne de sports un petit peu différents, je parle par rapport au crossfit, pour moi chaque sport a un peu sa philosophie, sa façon de voir le monde, voir les choses, et le crossfit en a une très très forte. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça les crossfitters sont ouverts, donc nous en fait on peut venir un peu avec notre mode de pensée de spécialiste et essayer d'imprégner un peu le monde du crossfit et leur donner en fait qu'ils puissent récupérer en nous les outils qui peuvent leur servir. Parce que c'est ça l'objectif. De choisir ce qui leur plaît dans chaque discipline. Donc moi j'ai tout dit. Je pense que c'est bon. Du coup, on vous a dit pas de vidéo tous les jours. Par contre, ça veut pas dire que vous n'allez pas voir nos tronches assez régulièrement. Pour ceux qui aiment voir. N'hésitez pas à nous réclamer des sujets parce que ça nous aide. Vous imaginez bien que ça nous aide, ça nous facilite la tâche. Sinon, on va finir par faire des trucs en tutu et je sais pas comment. Voilà. Faire du squat avec des plumes dans le cul. C'est ça. Du coup, on vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve très vite. À bientôt. À plus.